Maintenant, donc, après avoir parcouru ces petites scènes sous forme donc de résumé, on passe maintenant à la page, aux pages 117 jusqu'à la fin, et ça, ce sont donc des scènes que nous allons analyser, étudier, situer, etc. Le titre donc de ce document, donc, c'est les dernières scènes, bien sûr, donc de la pièce qui commence de la page 117 jusqu'à la fin. Avant de commencer l'étude donc de ces scènes, comme d'habitude, donc j'ai commencé par ce que le programme appelle cette fameuse question qui est la situation de passage. Et donc, quelles sont les principales idées qu'on peut retenir de ce qui précède, c'est-à-dire des petites scènes que nous venons de voir maintenant. En dépit des conseils du cœur, donc nous avons dit que dans les scènes précédentes que le cœur a essayé de changer l'opinion de Crayon. Donc malgré les conseils du cœur et aussi la supplication d'Aimon, donc le Aimon supplie son père, c'est-à-dire supplier, c'est-à-dire demander en disant s'il vous plaît. Et donc Aimon supplie son père pour sauver Antigone de la mort. Et donc malgré les conseils de cœur et la supplication d'Aimon pour sauver Antigone de la mort, le roi ne peut rien faire pour elle maintenant. Car dehors, la foule ici, c'est-à-dire les habitants de Thèbes, le peuple de Thèbes. Et donc pourquoi Crayon ne peut pas sauver Antigone maintenant? Maintenant, il n'a pas le choix. Avant, il avait le choix. Avant, il avait le choix de sauver, il avait la possibilité de sauver sa nièce de la mort, parce que à ce moment-là, personne ne savait qu'Antigone avait enterré le cadavre de son frère, seulement Crayon et les gardes. À cette étape de l'histoire, la nouvelle de l'enterrement de Polynice par Antigone est répandue dans le pays. Tous les habitants de Thèbes savent qu'Antigone avait enterré Polynice. Alors Crayon ne peut rien faire maintenant pour elle, et il se décide à accomplir son devoir. Donc le devoir de Crayon, c'est quoi? C'est appliquer la loi. C'est son rôle, et bien sûr de tuer Antigone. Il appelle les gardes qui se jettent sur elle et l'emmènent à la mort. Donc ça, si vous voulez, c'est la situation de passage. Maintenant, ce qui va venir, c'est l'exécution de personnages. Un sous-titre qui suit la situation de passage, c'est, j'ai noté le sous-titre, personnage plus rôle. Les personnages de ces dernières scènes sont le messager, le cœur, Crayon, et bien sûr d'autres personnages que nous allons voir. Pour le messager, donc vous savez que le messager, c'est un personnage de la tragédie. Vous savez également le rôle de messager dans une pièce de théâtre, et bien sûr ici le rôle de messager, comme tous les messagers des tragédies, c'est annoncer la mort d'Antigone et de son fiancé Aimon. Et donc le messager vient sur scène et il annonce la mort d'Antigone et de son fiancé Aimon. Et donc pour nous, le messager, c'est un témoin visuel. Il a vu la scène de la mort. Donc ça, si vous voulez, c'est le messager, le personnage de messager, et ça c'est le rôle. Dans toute la pièce, le seul rôle de messager, c'est, comme son nom indique, c'est apporter des messages, et malheureusement ce sont donc des messages, mauvais messages, mauvaises nouvelles. Il s'agit bien sûr toujours de la mort. Le deuxième personnage à la fin de la pièce, c'est le personnage de cœur, et donc troisième intervention de cœur. Donc dans la pièce, le cœur avait fait 3 interventions. Première intervention, comme nous venons de dire, il a fait une comparaison entre le drame et la tragédie,
C'est-à-dire que la tragédie, le héros est condamné à mort dès le début de l'histoire. Il n'a pas l'espoir de vivre, alors que dans le drame, on peut s'attendre à une fin moins malheureuse, on pourra dire, ou bien à une fin heureuse. Donc ça, c'était la première intervention de cœur. La deuxième intervention, c'est demander à Créon de sauver Antigone en lui donnant des arguments ou bien des justifications. Et là, nous sommes en face de la troisième intervention et un nouveau rôle que le dramaturge Jean-Louis a donné à ce personnage de cœur, il joue le rôle de messager. Donc normalement, le personnage chargé d'annoncer la mort au public, c'est le personnage de messager. Mais ici, on constate que c'est le cœur qui va jouer encore ce rôle de messager, et il annonce la mort d'Eurydice. C'est-à-dire, il est venu sur scène et en annonçant que Eurydice est morte. Eurydice, bien sûr, c'est la reine, c'est la mère, c'est la femme, c'est la mère d'Aimon, oui, et aussi c'est la femme de Créon, le roi. Le cœur ici vient annoncer à Créon que Eurydice, sa femme, la reine, en apprenant la mort de son fils, Aimon s'est coupé la gorge. Et donc vous voyez que ici, la mort a touché trois personnages. Numéro 1, Antigone. Numéro 2, c'est Aimon. Et numéro 3, c'est Eurydice. Et donc il y a une relation, si vous voulez, entre les trois morts. La première mort, c'est-à-dire la mort d'Antigone, a causé la mort d'Aimon, et la mort d'Aimon a causé la mort de Eurydice. Antigone, pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a été condamnée à mort par Créon, parce qu'il n'a pas respecté la loi de Créon, qui dit que si elle est interdite d'enterrer le cadavre de son frère. Aimon, pourquoi il est mort, il s'est suicidé? Pourquoi il s'est suicidé? Parce qu'il n'a pas supporté la mort de sa fiancée. Et pour Eurydice, il est loin donc de ce combat, de ce conflit entre le devoir et le pouvoir. Il n'a pas supporté aussi la mort de son fils, et elle s'est suicidée. Donc nous sommes ici devant trois suicides, ce qui signifie que le suicide est un thème aussi important dans la pièce d'Antigone. Donc trois suicides, et il y a une relation logique entre les trois suicides. Et là, si vous voulez, c'est le point, le seul défaut, si on peut qualifier de défaut d'Antigone, c'est qu'on reproche à Antigone d'être la cause, si vous voulez, de la mort des autres personnages. Et donc ici, la tragédie a touché ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. L'étape suivante, c'est en relation avec la mort des trois personnages. J'ai ajouté le titre « Comment meurent-ils ?» C'est-à-dire la manière comment les personnages sont morts. Donc Antigone a été enterrée vivante, et nous savons cela. À la question posée par Antigone aux gardes, « Comment vont-ils me faire mourir ?» lui a demandé Antigone. Le garde avait répondu qu'on va l'ajouter dans un trou vivant. Donc Antigone a été enterrée vivante, et elle s'est pendue dans la tombe. C'est-à-dire dans la tombe, elle a pris une ceinture, donc elle avait une ceinture, elle a pris une ceinture et elle s'est pendue. Pour Aimon, après avoir craché sur le visage de son père, il a pris son épée et il a plongé l'épée dans son ventre. C'est-à-dire, il s'est suicidé. Eurydice s'est suicidé comment? En coupant la gorge. Il est passé à la cuisine et il a pris un couteau et il a coupé sa gorge.
Remarque concernant ces personnages et leurs morts. Selon les règles de bienséance, il est interdit de montrer la mort, la violence, le sang, la sexualité sur scène. C'est le messager qui est chargé d'informer le public. Nous avons dit cela tout à l'heure. Deuxième remarque, nous arrivons ici avec, c'est-à-dire quand? Ici, c'est-à-dire après la mort d'Antigone, plus précisément la mort d'Antigone. Pour les autres, c'est vrai qu'ils sont morts, mais ce qui nous intéresse pour nous, c'est pour le dénouement de l'histoire, c'est la mort d'Antigone. Nous arrivons au dénouement de la tragédie, dénouement, pardon, signifie la fin c'est la dernière étape, c'est la dernière étape d'une pièce de théâtre, le dénouement. Donc le dénouement a eu lieu lorsqu'il n'y a plus d'affrontement, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de conflit. Ce qui a représenté problème à Thèbes, c'est Antigone. Maintenant, à cette étape de l'histoire, Antigone est morte, et donc il n'y a plus donc de conflit. Antigone est celle qui a dérangé l'ordre établi. Sa mort va permettre que tout rentre maintenant dans l'ordre. Donc ça c'était remarque concernant le fait de ne pas montrer la mort sur scène. Maintenant la suite des personnages. Donc les personnages à la fin de la pièce, les personnages sont numéro 1, le personnage de messager. Numéro 2, c'est le personnage du cœur. Maintenant le troisième personnage, c'est le personnage de Crayon. Et donc nous savons maintenant qu'Antigone est morte. Que Aimon est mort, que Eurydice est morte. Ce qui reste, donc Crayon reste seul avec son page. Donc le page ici est un personnage innocent qui voit les événements qui se déroulent devant lui sans intervenir. Et donc à la fin de la tragédie, après la mort des trois personnages, Crayon reste seul avec son page. Mais le devoir l'appelle à nouveau. Il a un conseil, il a une réunion à 5 heures, bien sûr 5 heures de l'après-midi. Dernier personnage de la pièce, ce sont les gardes. Donc vous savez, dans la pièce, il y a 3 gardes. Le rôle donc des gardes, comme leur nom indique, c'est garder le cadavre de Polynèse. Et donc, à la fin de la pièce, les gardes, comme au début de la pièce, ils jouent aux cartes et boivent du vin. C'est-à-dire ici, nous avons le même décor qu'au début de la pièce. Au début de la pièce, quand le rideau s'ouvre, on voyait qui? On voyait bien tous les personnages. Et parmi les personnages, il y avait donc les gardes. Et que faisaient au passé? C'est-à-dire au passé pour moi, signifie le prologue, signifie le début de la pièce. Donc que faisaient les gardes au début de la pièce? Bien, ils jouaient aux cartes et ils buvaient du vin. À la fin de la pièce, nous avons le même décor, ils jouent aux cartes et ils boivent du vin. Ils sont indifférents et vulgaires. C'est un décor très très symbolique. Donc, qu'est-ce que symbolise la présence des gardes à la fin en train de jouer aux cartes, malgré la mort, malgré des problèmes, malgré... et donc, ce décor des gardes qui jouent aux cartes et qui boivent du vin symbolise la vie, symbolise cette vie qui continue malgré les problèmes, malgré des obstacles. La vie ne s'arrête pas, ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Donc les gardes à la fin de la pièce symbolisent, c'est le symbole de la vie qui continue malgré les problèmes. Remarque à la fin donc de cette intervention, cette scène, c'est-à-dire scène donc dernière scène, courte,
parle de la mort des deux fiancés, c'est-à-dire Antigone et Créon, puis de la mort d'Eurydice. L'image finale, c'est-à-dire les gardes en train de jouer aux cartes et boire du vin, l'image finale signifie qu'il y aura d'autres guerres et d'autres pouvoirs tyranniques, et il y aura aussi d'autres Antigones. Et tant que le monde durera, le flambeau de la révolte continuera d'être brandé par des jeunes cœurs purs et exigeants. Enfin, Antigone, c'est la première résistante de l'histoire. La pièce d'Antigone est un plaidoyer, la pièce intitulée Antigone bien sûr, la pièce est un plaidoyer pour l'esprit de révolte. Bien, donc pour terminer avec la pièce, donc vous allez trouver à la fin donc de cette analyse, comme on fait en classe, le résumé de ces dernières scènes. Bien, le résumé, donc le messager, c'est bien ce que nous venons de dire tout à l'heure. Le messager entre en scène et annonce le dénouement. Quel est le dénouement? Antigone s'était pendue, s'est suicidée, et Aimon la tenait dans ses bras et s'est suicidé près d'elle. Cette image, quelle image? L'image de deux amoureux, de deux fiancés qui se suicident l'un à côté de l'autre dans une tombe, dans un trou, dans un tombeau. Et donc cette image nous fait penser, nous rappelle la tragédie de Roméo et Juliette. Nous avons la même image dans la tragédie de Roméo et Juliette. Les héros se suicident également dans un tombeau. Toute vie apparaît dès lors comme une tragédie. Pourquoi une tragédie? Parce que cette vie sépare les êtres que seule la mort unira. Par la suite, le chœur vient annoncer à Créon que Eurydice, sa femme, en apprenant la mort de son fils Aimon, s'est suicidée à son tour en coupant sa gorge. Après la mort des héros de la tragédie, Créon reste seul avec son page, mais le devoir l'appelle de nouveau, il a un conseil à 5 heures. Tandis que le chœur parle, les gardes s'installent comme au début de la pièce et se mettent à jouer aux cartes et à boire du vin. Ils sont indifférents, ils symbolisent, comme on vient de dire, ils symbolisent cette vie qui, quoi qu'il arrive, continue. Voilà le résumé donc de la dernière scène. Nous avons dit, on ne va pas vous donner, moi j'avais dit cela en classe, on ne va pas vous donner le résumé de l'histoire. Normalement, à la fin de chaque histoire, on vous donne le résumé de l'histoire. Nous avons dit en classe qu'on ne va pas vous donner le résumé de l'histoire parce que le prologue, le premier texte, c'est un excellent résumé de la pièce. Et donc, ça ne sera pas utile donc, de répéter les mêmes idées. Et donc, pour le résumé, veuillez lire et relire le texte numéro 1 de la pièce intitulé le prologue. Pour terminer, avec la pièce, j'ai ajouté ce que le programme appelle le schéma actentiel de la pièce. Comme nous avons fait avec la boîte à merveilles, à la fin de la boîte à merveilles, on vous a donné le résumé et on va vous donner ce que nous avons appelé le schéma narratif de l'œuvre. Alors là, on ne peut pas parler donc de schéma narratif parce que nous ne sommes pas devant un récit, nous sommes devant un discours, c'est le théâtre. Et donc, on ne va pas utiliser le schéma narratif, mais on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le schéma actentiel de la pièce. Schéma actentiel, jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'occasion donc de parler en classe. Mais c'est un outil d'analyse, qu'on doit ajouter à la fin
de l'étude de chaque pièce de théâtre. Et même parfois, on peut aussi utiliser le schéma actantiel pour le récit. Mais on ne peut pas utiliser donc le schéma actantiel pour autre chose. Et donc le schéma actantiel contient, comme vous voyez, il y a six actants, comme indique le tableau. Le premier actant qui s'appelle le premier encadré, qui s'appelle, donc là on appelle ça, on va utiliser si vous voulez une terminologie parce qu'on n'avait pas l'occasion de parler en classe, parce qu'on n'avait pas l'occasion pour parler. Mais maintenant nous allons parler d'une manière rapide donc des éléments de schéma actantiel. Si le schéma actantiel, le schéma narratif se compose de 5 parties: la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties jusqu'à la situation finale, le schéma actantiel contient 6 actants. Le premier actant, donc premier encadré, c'est ce qu'on appelle le destinateur. Le destinateur, où j'ai écrit la dignité, le devoir moral et le devoir familial. Le destinateur, c'est la personne ou quelque chose qui pousse le héros à réagir. Le destinateur, ça c'est le premier élément de schéma actantiel. Ça c'est la première fois qu'on parle. Le schéma actantiel se compose de 6 parties, de 6 éléments. Le premier élément s'appelle le destinateur. Le destinateur, cela veut dire, dans la terminologie de schéma actantiel, cela signifie quelque chose ou quelqu'un qui pousse, qui oblige le héros à réagir, à partir, à voyager, à prendre une décision. Et donc ça c'est le destinateur, c'est lui qui pousse, c'est lui qui oblige. Deuxième élément, c'est le destinataire. Le destinataire, c'est celui qui profite de ce que le héros a réalisé. Troisième élément de schéma actantiel, c'est le sujet. Et le sujet ici, bien sûr, n'a rien à voir avec le sujet grammatical. Ici, le sujet dans le sens de héros. Le sujet dans le schéma actantiel signifie le héros, le personnage principal. Donc, ce qu'on appelle le sujet. L'élément suivant de schéma actantiel, c'est l'objet. C'est l'objet. L'objet, cela veut dire le but de héros. Le but de sujet. Le but de héros. Le héros, pour réaliser son but, comme vous savez, il va rencontrer des obstacles qui vont l'empêcher de réaliser son projet. Et cela s'appelle donc les opposants, ce qu'on appelle les opposants ou les obstacles. Les opposants ou les obstacles qui, la fonction donc des opposants, c'est empêcher le héros à réaliser son but. Et en même temps, le héros va rencontrer sur son chemin autre personne ou autre événement qui va l'aider pour réaliser son but. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adjuvant ou bien l'auxiliaire. Donc, si on veut en résumer, le schéma actantiel se compose de 6 actants, de 6 éléments. Premier élément, c'est le destinateur qui pousse le héros à partir, à réagir. Le deuxième élément, c'est le destinataire, celui qui profite de ce que le héros a réalisé. Le troisième élément, c'est le sujet, et le sujet, cela signifie ici
le personnage principal, le héros. Ici, nous avons l'héroïne, Antigone. Et chaque héros, il a un but, et donc ce qu'on appelle l'objet. Donc l'objet, ici, c'est le but de héros. Pour réaliser ce but, il y a des obstacles. Le héros va rencontrer des obstacles, ce qu'on appelle les opposants, ceux qui s'opposent, ceux qui sont contre. Et en même temps, il va rencontrer quelqu'un, quelque chose, sentiment peut-être qui pourrait l'encourager ou bien l'aider à réaliser son but. Donc ça, c'est d'une manière théorique. Si nous voulons maintenant appliquer cela sur la pièce, on va obtenir les idées suivantes. On commence par les éléments les plus simples. On commence à compléter le tableau par des éléments plus simples, en commençant par les actants plus simples vers des actants plus compliqués. Pour nous, quel est le héros d'Antigone? Donc, automatiquement, pour vous, vous savez cela, automatiquement, le héros, c'est Antigone. C'est l'héroïne, bien sûr. Féminin, c'est l'héroïne. Et donc, l'héroïne, quel est le projet, ou le but d'Antigone dans la pièce? Vous savez cela, c'est enterrer le cadavre de son frère Polynèse. Et donc ça, c'est l'objet. Et donc l'objet d'Antigone, le but d'Antigone, c'est enterrer le cadavre de son frère. Pour accomplir cette tâche, qui est l'enterrement du cadavre de Polynèse, Antigone va rencontrer des obstacles qui vont l'empêcher de réaliser son projet. Et le premier obstacle, bien sûr, c'est Créon, le roi, qui avait interdit l'enterrement sous forme d'une loi sociale qui dit qu'il est interdit d'enterrer le cadavre de Polynèse. Et si quelqu'un a essayé, si quelqu'un va essayer d'enterrer le cadavre de son frère, il sera puni de mort. Et donc Créon représente obstacle devant Antigone. Aussi, les gardes représentent aussi des obstacles. Ils empêchent toute personne qui veut enterrer le cadavre. Et aussi, il y a la foule, il y a le peuple de Thèbes qui est contre l'enterrement d'Antigone. Et donc là, ce sont les opposants, ceux qui s'opposent au projet d'Antigone. Maintenant, qui va aider Antigone à réaliser son projet? Bien sûr, ce qu'on pourra dire ici, c'est son courage. Personne, pour être juste, moi je pense que personne n'a aidé Antigone dans l'accomplissement de son projet. C'est vrai que sa sœur Ismène, à la fin de la pièce, il a voulu aller avec sa sœur Antigone, enterrer leur frère et mourir, mais réellement, Ismène n'a pas aidé. On pourra aussi dire cela pour Aimant, mais moi je pense que le seul auxiliaire qui a aidé Antigone pour enterrer le cadavre de son frère, c'est son courage. Reste maintenant deux éléments de schéma, à savoir, et ça c'est peut-être les deux points qui sont les plus compliqués peut-être qu'on pourra rencontrer, c'est le destinateur et le destinataire. Nous avons dit que le destinataire signifie quoi? Le destinataire, celui qui profite de l'objet. Celui qui profite de l'objet, de ce que l'héroïne a réalisé. Et donc l'objet d'Antigone, c'est quoi? C'est enterrer le cadavre. Et donc qui va profiter de l'enterrement? Bien sûr, c'est Polynèse.
Et donc Paullinès, pour nous, c'est le destinataire. Bien sûr, Paullinès, et aussi, on pourra aussi ajouter Antigone. Mais en premier lieu, c'est Paullinès qui va profiter de l'enterrement. Reste maintenant le destinataire, celui qui a, pardon, le destinateur, pardon, celui qui a poussé Antigone à réaliser son but, à aller enterrer son frère. Donc, qui a poussé Antigone? Nous, en étudiant la scène, nous avons dit que chaque fois que quelqu'un pose la question à Antigone, pourquoi tu veux enterrer Paullinès, quels étaient ses arguments? Quelle était sa réponse? La réponse, numéro 1, elle est dit que le devoir, c'est l'enterrement est un devoir moral. Et donc, pour elle, l'enterrement, c'est un devoir moral. Nous devons enterrer les cadavres des personnes mortes. Et donc, pour elle, l'enterrement, c'est un devoir moral. C'est aussi un devoir familial. Donc, Paullinès, c'est son frère. Il dit, c'est mon frère. Et donc, c'est un lien de sang. C'est ce qu'on appelle donc la piété fraternelle. Et enfin, qu'est-ce qui a poussé Antigone à aller enterrer son frère? C'est la dignité. Et là, c'est un autre thème, parmi d'autres thèmes de la pièce, qui est la dignité. Donc, la dignité des cadavres, c'est l'enterrement. Nous devons respecter les cadavres. Comment respecter les cadavres? C'est les enterrer. Et en enterrant les cadavres, on respecte la dignité des morts. Bien voilà, donc dernière étape, si vous voulez, le schéma de Antigone. À la fin, j'ai ajouté une information qui concerne le temps d'Antigone, le temps de l'action. Et donc le temps de l'action, si vous calculez le temps de l'action, donc le temps de l'action dure à peu près une seule journée. À peu près environ 12 heures. C'est-à-dire pour nous, l'histoire commence à l'aube. Vous vous souvenez, scène Antigone et la nourrice. Antigone arrive au palais à l'aube. C'est-à-dire il était sorti secrètement pendant la nuit. Donc l'aube, pour nous, c'était le début de la pièce. Bien sûr, le début de la pièce, c'est le prologue, mais le prologue, on ne voit pas les personnages en action. Et pour nous, c'est la scène Antigone la nourrice, c'est dans cette scène que commence véritablement la tragédie. Et donc le début de l'histoire, de la pièce, de la tragédie, c'est l'aube. Et l'aube correspond à quel événement? C'est, comme j'ai indiqué, c'est le retour d'Antigone au palais après avoir enterré son frère Paullinès, ce que nous avons appelé en classe la première tentative. Donc le début de l'action, c'est l'aube qui correspond au retour d'Antigone au palais, et la fin de l'action, c'est à 5 heures de l'après-midi, du soir, l'heure de conseil auquel doit assister Créon. Donc si vous calculez donc de l'aube jusqu'à 5 heures, donc c'est à peu près, on pourra dire, à peu près 12 heures. J'ai ajouté comme remarque une des règles fondamentales de la tragédie classique se trouve respectée. Donc ici, Jean Anouilh a respecté ce qu'on appelle l'unité du temps. Donc dans une tragédie, il y a 3 unités à respecter. Il y a l'unité du temps, l'unité de lieu et l'unité de l'action. L'unité de lieu, c'est-à-dire que l'action se passe dans un lieu. L'unité de temps, cela veut dire que l'action ne doit pas dépasser
24 heures. Et l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité de l'action. Donc l'action, c'est-à-dire il y a une seule action. L'action ici, c'est l'enterrement d'Antigone. Voilà donc, camarades, le début donc, de ces séances que j'ai abordées aujourd'hui. Nous allons poursuivre les autres activités, les autres séances. Maintenant, pour étude de texte, donc c'est fini pour nous, Antigone. Ce qui reste, ce sont donc des activités de technique d'expression et de communication et la production écrite. Donc, dans les séances qui viennent, nous allons essayer de terminer les leçons qui nous restent de technique d'expression et de communication en relation avec l'œuvre. Et nous allons aussi terminer des séances en relation avec la production écrite, c'est-à-dire que nous allons travailler à partir de plans appelés dialectiques ou critiques que nous avons appelés en classe. Nous allons prendre des sujets en relation avec les œuvres au programme et nous allons essayer donc de faire l'application des plans que nous avons étudiés en classe. À très bientôt, camarades. Merci.